Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, salut François Gabard, merci d'être là. Salut Gilbert, content de te retrouver. Mais nous aussi. Salut aux gens du CNL, salut aux concurrents de l'Armor Cup. Voilà. Et salut aux lecteurs du Télégramme. Quelle ambiance, Gilbert, Jimmy. quelle ambiance et Bah, quelle journée Gilbert, parce qu'on se faisait une joie d'avoir, et on se fait toujours une joie d'avoir Froissart comme invité, oui. mais t'as une journée difficile, parce non, que non. on en parlera tout à l'heure, avec l'arrivée du Figaro, avec la disparition de Laurent Bourgnon, enfin ça a été une journée difficile, de tout ça on va en parler, mais d'abord François, on va t'accueillir avec plaisir, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, le Massif 100 sera à l'eau. Ah ouais, ça arrive bientôt. J'ai hâte, hein, parce que là, Ça a pris du retard, ça a pris du traîne un retard peu. un petit peu. Ça a pris quelques semaines de retard, mais rien de très grave. C'est quand même des projets. Ça a pris du traîne un retard peu. un petit peu. Ça a pris quelques semaines de retard, mais rien de très grave. C'est quand même des projets qui sont longs. On a lancé le projet il y a 2 ans. Et voilà, on s'était fixé comme objectif de mettre le bateau à l'eau cet été, ce qui est toujours le cas. On pouvait espérer en début d'été il y a 2 ans, et ça sera plutôt au mois d'août. Ce qui est vraiment pas très grave, parce que l'essentiel c'est que le bateau soit bien né et qu'on mette à l'eau un joli bateau, ce dont j'ai à peu près aucun doute. Voilà, alors ce bateau, en fait, dès ton Vendée Globe, tu l'avais un peu dans un coin de ta tête. Et puis, je crois que tu as même rencontré, tu vois, les grands pionniers de la haute solitude, comme Thomas Coville, un peu en secret à Brest. Parle-nous un peu de la genèse de l'histoire. Reviens un peu là-dessus. Ouais, bah oui. c'est parti en effet pendant le Vendée, où j'avais un rêve depuis de nombreuses années qui était de faire le Vendée. Et puis pendant le Vendée, j'ai eu cette autre rêve quelque part d'y retourner, mais en multicoque. J'ai fait de multi depuis que je suis tout petit. J'ai fait du petit Une préparation catamaran de olympique au sport, j'ai fait Tornado. du tornado, et c'est vrai que Une belle j'adore. place au championnat d'Europe de classe C l'année dernière, non, une De victoire. classe A, non classe A, De classe A, classe A, victoire. ouais, j'ai gagné le championnat de France en Bravo, classe A. ouais. Et j'adore ça, donc j'adore la navigation multicoque, et c'est vrai qu'arriver à concilier la course au large, c'est quand même la chose qui me fascine aujourd'hui énormément, la course au large en solitaire et le multicoque. Voilà, la meilleure chose que je pouvais imaginer, c'était repartir faire un tour du monde. Mais justement, est-ce que tu pensais avoir mis un petit peu le loup dans la bergerie et que 2 ans après, il y aurait 2 bateaux en construction? Voilà. C'est ce dont j'espérais, parce que grosso modo, quand je suis arrivé avec ce rêve-là, à un moment donné, il faut rêver, mais il faut aussi voir concrètement si c'est possible. Donc c'est une discussion que j'ai eue avec la Massif, avec mon sponsor, et avec d'autres coureurs, d'autres journées. J'ai essayé vraiment de savoir est-ce que c'est une idée un peu folle ou est-ce que c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui rêvaient de naviguer sur ces bateaux-là. Il y a plein de gens qui rêvent de voir une course autour du monde sur ces bateaux-là. Et voilà, je me suis dit, il faut y aller, il faut avancer. Et c'est là que j'ai rencontré Thomas, j'ai rencontré Banque Populaire, Armel, Francis. Enfin voilà, j'ai rencontré toutes les personnes qui, de près ou de loin, peuvent être concernées par un projet comme ça. Et je suis ravi aujourd'hui, après le lancement de la construction de ce projet ambitieux avec la Massif, de voir qu'il y a Gitana et Banque Populaire qui vont construire un bateau dans les mois qui viennent, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres dans les années qui viennent. Alors, on parlera, François, justement, tu viens d'évoquer les acteurs de cette course autour du monde, dont le casting est assez prestigieux. Toi, tu dis, je vais te citer, là où je m'épanouis, c'est quand l'aventure et le sport se mélangent, au-delà de l'idée même d'aller faire un tour du monde. Alors, explique-nous, c'est aussi le motif. Ouais, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me passionne dans l'idée de faire un tour du monde en multicoque, parce qu'on sait pas, enfin on sait faire, oui, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais ça reste compliqué, ça reste quelque chose où on a pas mal d'incertitudes, c'est une course qui n'a jamais été faite, et voilà, et aller défricher un peu ces terrains-là, c'est quelque chose qui m'intéresse, en sachant que ça va se faire quand même avec de la compétition, parce que je sais c'est ton qu'il y a moteur. il y a un haut niveau sur ces bateaux-là, va y avoir un haut niveau dans les années qui viennent, et arriver à concilier du multicoque en course au large en solitaire, qui est pour moi de l'aventure, on ne peut pas faire autrement, et de la compétition, parce qu'il va y avoir des beaux bateaux et des beaux skippers, et je trouve ça génial. Alors parle-nous de ton bateau que tu es impatient de toucher, la mise à l'eau c'est début août finalement. Parle-nous de la philosophie de ce bateau, il est aérien, est-ce qu'il va s'affranchir de l'eau, tendre vers le vol ? On va vers le vol, oui, ça c'est la direction qu'on donne. De là à dire qu'on va voler autour du monde en solitaire dans les années qui viennent, non, ça on ne sait pas faire, et on ne saura probablement pas faire dans les mois ou années qui viennent. En revanche, essayer d'alléger fortement le bateau
essayer de s'inspirer de ce qui a été fait sur la Coupe de l'Amérique sur des bateaux qui volent. Oui, parce que la stabilité qu'ils ont gagnée grâce à leur forme de foil qui leur permettent de voler, va nous permettre de naviguer rapidement et d'une manière stable en multicoque, en course au large. C'est un bateau qui va avoir la même taille que Groupama 3, Banque Populaire 7. À quelques Oui, à pieds peu près. près, Donc, ouais. il pesait combien ces bateaux-là? Écoute, c'est environ 16 tonnes, je crois, Et pour Banque le tien? Populaire. Et nous, on va être moins lourd. On espère gagner entre 1 et 2 tonnes sur ce point. Oui, c'est déjà énorme. Alors, il y a effectivement, tu as évoqué tout à l'heure les autres projets qui sont ceux de Gitana pour Sébastien Josse, d'Armel Lecléache, donc Banque Populaire. Est-ce qu'on peut imaginer que ces bateaux-là aussi, ils vont ressembler aux tiens Alors, pour Banque Populaire, ils travaillent avec les mêmes architectes. Donc, on peut imaginer qu'ils soient dans la continuité de ce qu'on a fait. J'espère qu'ils vont progresser. C'est bête de dire ça, mais j'espère quelque part qu'ils vont arriver à aller encore plus loin et à faire des bateaux encore plus beaux. Ton bateau, le Massif 100, n'est pas au maximum de la jauge autorisée des ultimes. On peut faire encore un petit peu plus long? Oui, on peut faire 32 mètres en l'occurrence, mais ce qui veut aller plus loin pour moi, c'est pas forcément faire un bateau de 32 mètres, ça va faire un bateau qui va aller plus vite. Oui. Enfin, je l'espère. J'espère que les bateaux la qui arrivent longueur dans n'est les années qui pas viennent. un élément important. Si, en général, grosso modo, tu regrettes jusqu'à pas de pas avoir présent, poussé le bateau au max de la jauge, non? Non, pas du tout, parce que on n'avait aucune limite à ce moment-là, et on aurait pu faire un bateau de 40 mètres ou de 50 mètres, 60 mètres, il n'y a aucune limite. Et donc voilà, nous, ce qui nous paraissait être intelligent en termes de taille de bateau, de manœuvrabilité, de sécurité, et aussi de coût, tout simplement, parce que c'est plus cher de faire un bateau plus grand. Voilà, c'était un équilibre qu'on a trouvé qui nous paraissait être le bon. Alors ton budget, je crois que c'est 5 millions d'euros par an sur un programme de 5 ans, non? Oui, c'est ça, avec la communication comprise, donc avec D'accord. l'activation du sponsoring à la Massif. Comme pour la Coupe de l'Amérique, Gilbert. Ah oui, mais écoute, votre course autour du monde, c'est 2017. L'idée, c'est que le projet aboutisse en 2017. Nous, la Massif, on se prépare pour faire un tour du monde l'hiver 2017-2018. Voilà, c'est ça, c'est notre objectif, notre leitmotiv. À savoir s'il sera en course ou en record, on ne le sait pas aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une course avec ces bateaux-là, c'est quasi certitude. Probablement en 2019, peut-être en 2017, mais très probablement en 2019. Parce que les bateaux ne seront pas encore prêts. Quand on voit le tien, le temps que ça met en œuvre, on peut penser que la première grande confrontation de ces bateaux-là sera la prochaine Route du Rhum. Et quel idiot j'étais il y a 2 ans quand je disais le vainqueur de la Route du Rhum 2018, c'est François Gavard. Eh ben, c'est pas sûr. Il y aura du match. C'est pas sûr, je te le souhaite, mais il y aura du match, ça va être magnifique. Heureusement qu'il va y avoir du match, mais c'est ça qui est intéressant. Et il y a certes des nouveaux bateaux, mais il faut pas oublier aussi les anciens. Je pense évidemment à Sodebo, qui est un bateau qui a été mis à l'eau l'an dernier, donc qui reste un bateau qui est très compétitif. L'ancien Banque Populaire qui reste sera aux mains d'un redoutable Francis Joyon, qui seront des bateaux qui seront compétitifs là dans les mois et années qui viennent. Donc il y a de très beaux bateaux qui sont déjà à l'eau actuellement. Et donc d'ici ce tour du monde en course, le programme du bateau? Donc nous, on va faire la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, donc en double avec Pascal Bidégory. Un équipier de Dongfeng. Oui, un équipier de Dongfeng. Donc départ le 26 octobre, du Havre, direction Itajaí au Brésil. Ensuite, on va avoir une campagne de records en 2016 avec les records Route de la Découverte, donc Cadiz, San Salvador, puis la New York Cap Lizard, peut-être la Méditerranée si on y arrive, et ensuite donc, du coup, un tour du monde en 2017. Voilà. Et 2018, on aura la Route du Rhum. Et 2019, on espère cette fameuse course Tour du Monde. Alors, parle-nous un petit peu de cette course Tour du Monde, Gilbert, parce que ça risque d'être la chevauchée fantastique. On sait d'où elle part, on sait les villes qui sont concurrentes. Il y a beaucoup de villes candidates. Je pense que François en sait beaucoup plus que nous. Raconte-nous alors, François. Mais on connaît un peu le casting, comme on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de marins en rêvaient, beaucoup d'armateurs aussi. Mais sur la ville de départ, Lorient est positionné parmi d'autres. Mais François peut peut-être nous en dire un peu plus. Non, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ça avance. Et ça, je suis très content parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont ambitieux. Et voilà, les discussions avancent très sérieusement. Aujourd'hui, on ne peut pas annoncer de ville, mais je sais que ça marche bien et j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, on arrive à annoncer une date et une ville pour cette course. C'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, je crois. On fait acte de candidature. Je crois que le comité d'organisation, il y a un très bon article, une très bonne interview de Patricia Brochard dans le dernier course au large, où 2 villes finales seront en finale et on décidera après d'où partira ce tour. On n'a pas encore tout à fait la date, c'est 2019 a priori.
Oui, je j'exclus pas 2017. Aujourd'hui, voilà, c'est juste ça paraît plus compliqué en 2017. C'est pas impossible, attention. Enfin, C'est vrai qu'il y a d'autres bateaux. ça peut être 2017 en ou 2019. Ça construction. sera pas 2018 parce qu'il y a la Route du Rhum. Ça sera pas 2016 parce que c'est l'an prochain, que c'est bien trop tôt et qu'il y a le Vendée Globe. Donc voilà, le plus tôt ça sera le 2017, le plus tard ça sera le 2019. Ça va pas faire un peu de mal au Vendée Globe, cette course, y compris sur la Jacques Vabre, y compris l'arrivée de ces super multicoques sur la Jacques Vabre? Moi je pense pas. Je pense que on crée quelque chose. Ça veut pas dire qu'on enlève ce qu'il y avait avant. On complète, on va un peu plus loin dans ce qui existe aujourd'hui dans la course au large. Faut pas oublier que moi j'ai fait le Vendée Globe, c'est une course qui est magnifique, c'est une course qui va rester magnifique. Toutes les personnes qui sont impliquées dans ces projets-là l'ont fait ou sont impliquées dans des projets Vendée ou l'ont été dans les années qui viennent, hein, pour certains. Banque Populaire va être au départ du prochain Vendée. Donc voilà, je pense qu'on veut juste continuer à aller plus loin et imaginer une nouvelle course, une belle course autour du monde. François, on parlait des projets qui avancent. Oui, tu as évoqué la Coupe de l'América. Effectivement, ça a avancé aujourd'hui puisque Team France a annoncé sa participation officielle. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle quand même, d'avoir un bateau français qui revient sur l'America's Cup avec une Coupe de l'América. Là encore, lisez le dernier course au large et la fantastique analyse de Christian Carcer, où finalement, on a une vraie petite chance à gagner cette America's Cup. Oui, parce que on sait le talent de toute l'équipe, on sait le talent de cette équipe de Franck, de Michel, d'Olivier derrière pour arriver à pousser ce projet jusqu'au bout. On a un savoir-faire qui est juste énorme, faut quand même se le dire. Hein, les Français, on est très forts. C'est pas présomptueux de dire ça, c'est juste un fait. Voilà, on sait faire du bateau, on sait faire du multicoque, on sait même faire du monocoque. Hein, on voit ce qui s'est passé sur la Volvo ces dernières éditions. Et donc voilà, et c'est vraiment super chouette qu'on puisse y aller dans des conditions qui sont bonnes, en sachant qu'il y a quand même des projets qui sont partis depuis longtemps, hein, donc ça va pas être facile. Je pense qu'on est loin d'être favori. Quand je dis on, c'est la France, hein, je me sens impliqué dans tout ça. Et mais c'est possible. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que y participer déjà, c'est, je pense, la meilleure des choses pour pouvoir la gagner. Si c'est pas la prochaine, on n'y croyait plus, et c'est Groupama, finalement, le partenaire historique de Franck Camas, qui remonte au vent. Hein. Comme dit Jimmy, ils se sont refait la cerise. On les remerciera jamais assez. Alors, une autre belle aventure qui vient de se terminer, c'est cette Volvo Ocean Race qui a été passionnante à suivre, avec une magnifique 3e place de Dongfeng et de l'équipage franco-chinois, même si à un moment on a espéré bien mieux en fait, non ? C'est sûr qu'en milieu de Volvo, on peut y croire parce qu'ils naviguaient très bien, jusqu'à la fin d'ailleurs. Ils ont, je pense, eu pas trop de réussite sur l'étape du Pacifique avec ce dématage qui leur fait vraiment mal. Et voilà, ils n'ont pas réussi derrière à avoir la réussite qu'ils avaient au début. Et puis, ils ont continué à très bien naviguer, mais je pense qu'il leur a manqué un petit quelque chose qui leur aurait peut-être permis de revenir sur les premiers qui avaient eux pris un peu d'avance sur la grande étape Pacifique. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu coincé sur la fin et qu'ils ont sauvé cette place sur le podium de justesse, parce que cette dernière étape entre Lorient et Göteborg qui a été digne d'une étape du Figaro, hein, ça s'est achevé. Donc ils ont terminé 4e et sauvé leur 3e place pour un petit point devant Alvi Medica qui était le vainqueur de l'étape. Mais je crois que cette place, elle est quand même inestimable pour Charles Caudrelier, parce que je pense qu'au départ d'Alicante, qui aurait parié, François, sur cet équipage sino-français, quoi. C'est sûr que oui, on y croyait, on connaît le potentiel des bonhommes, mais c'est vrai que c'est une belle place, ils ont fait une très belle course. Je pense qu'ils peuvent être fiers, probablement un peu déçus, parce qu'en effet, on pouvait espérer mieux à un moment donné. Mais je crois qu'ils ont fait un beau tour du monde et on peut les féliciter. Toi, t'étais le jumper de Dongfeng à la dernière étape. Et quel jumper qui est sorti du bateau par un salto. Un salto. J'en suis pas là. C'était le grand retour de Greg Louganis, tu te souviens, le champion olympique de 84. Ton regard sur cette course qui a été passionnante, en fait, où les bateaux ne se sont jamais lâchés. Tu crois pas que ça va... Tu crois qu'on va arriver à avoir la même intensité de régate sur vos grands multicoques ? Oui, je pense qu'on peut l'avoir. En tout cas, c'est pas les multicoques. Enfin, là, on part sur des tours du monde avec des bateaux qui sont quand même open, justement, avec une volonté de développer des bateaux très rapides et une ouverture dans l'esprit. Donc, je pense qu'on aura des bateaux qui, forcément, en termes de performance, à un moment donné, seront probablement différents en fonction des conditions, comme il y a aujourd'hui sur le Vendée. On peut parler du Vendée, mais je pense que les bateaux seront très différents, les nouveaux bateaux entre les anciens, etc. Donc il y aura forcément des différences de performance sur le Vendée Globe. Et je pense qu'en trimaran, ça sera aussi le cas sur notre tour du monde. Ensuite, la Volvo, le fait que ce soit en monocoque ou en multicoque, ça ne change pas. Et
Voilà. j'espère qu'un jour. Mais toi, la Volvo François, sera en justement, multicoque. une journaliste de la Volvo Ocean Race t'a un peu interrogé sur là-dessus, et tu as dit non, moi ça me tente la Volvo, mais en multi, quoi. Ouais, je trouve que ce format de course est parfaitement adapté au multicoque. Et c'est vrai que naviguer en étape autour du monde en équipage sur des multicoques, je pense que ça serait absolument génial. Donc voilà, j'espère qu'on verra des multicoques sur la Volvo dans les années qui viennent. Mais tu C'est le crois vœu de Jimmy aussi, qui Mais- aurait voulu qu'elle se court en mode 70. Bah, ça me paraissait un peu logique quand les Oui, modes oui, 70 sont évidemment. partis. Je pense C'était que le parcours idéal. Les modes 70 pouvaient le bateau idéal. parfaitement. Il y a peut-être Le Cap Horn. Ouais, voilà, le Cap Horn, il y a une réflexion à avoir à ce moment-là. Peut-être que le mode 70 n'était pas parfaitement adapté, mais peut-être des petites modifications ou des modifications de parcours, je sais pas. Mais c'est vrai que typiquement des multicoques One Design comme les modes 70, je crois que ça aurait été génial. Enfin, moi, ça m'aurait plu. Et tu crois pas que vos maxi multicoques vont vous remettre vite au rebut justement tous ces bateaux de la Volvo où là aussi il y a de la place un peu pour toutes ces courses et pour tous ces supports. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les multicoques, mais depuis, je veux dire, les Français ont fait des multicoques en course au large depuis 30 ou 40 ans. Oui. Et c'est sûr que les multicoques qu'on fait depuis très longtemps sont en performance bien supérieure au Volvo 65. Donc je crois pas que ça change grand-chose. C'est des bateaux qui sont complètement différents. Et voilà, j'espère simplement que nos nouveaux bateaux, et j'espère que le trimaran massif va permettre de montrer qu'on peut naviguer au large, en sécurité et d'une manière très rapide. Et j'espère que ça va faire rêver du monde et que ça va faire rêver les Français, mais aussi les étrangers. Et pourquoi pas la Volvo. Bon, dis donc Gilbert, une de tes Oui, insomnies nocturnes était l'arrivée du Figaro. Non, il y avait à l'île Mérette, on avait Oui, voilà, des gens le sur place, télégramme mais avait c'était plutôt du les monde sur insomnies place. des concurrents, parce que 4 nuits en mer, et au terme d'une interminable étape et d'un insoutenable suspense, le vainqueur est Yann Eliès. Mais dans quelles conditions, Jimmy? Alors, dans quelles Oui, conditions alors, François va nous le dire, mais Non, toi, je tu vais- vas nous ouais, le dire un peu je vais plus. vous le dire. mais Donc, le la- sudiste Xavier Macaire, Ouais. qui était à 57 minutes de Yann, leader, donc avant le départ de cette ultime étape, a attaqué vraiment de tous les côtés. Et cette étape qui a été marquée par plusieurs arrêts buffets, Xavier, il était intenable et il a réussi à devancer donc à Dieppe juste Adrien Hardy d'une cinquantaine de secondes, mais surtout Yann Eliès de plus d'une heure. Seul bémol à cette navigation pleine de panache et parfaitement maîtrisée, il a navigué quelques instants dans une zone interdite. celle de la centrale Voilà. nucléaire de Paluel. Tu la connais, on y On la connaît bien au Tour de sur le France. Tour de On la France, connaît on bien souvent. celle-là. Mais donc, Tant et François, si bien voilà. que le Figaro s'est joué sur tapis vert, et on vient d'avoir, juste avant que nous enregistrions, la décision du jury. Xavier Macaire a été pénalisé d'1 heure, et donc Yann Eliès remporte la solitaire du Figaro. Et on se réjouit quand même de cette 3e victoire de Yann Eliès, mais quelle tristesse pour Xavier. C'est vrai que c'est dur pour Xavier parce qu'il avait fait une étape magnifique, c'est évident. Après, c'est dur, ces décisions de jury. Je pense que ça doit être difficile à digérer pour lui. Après, Yann l'a pas complètement volé aussi, parce que Yann et peut le dire, oui. Charlie aussi, je pense Charlie. que Oui. les trois ont Quel super match. bien navigué Quel match. toute la Oui, solitaire. oui. Et c'est vrai que là, tant Charlie que Yann sur cette étape n'ont pas eu, comme tu dis, le panache de Xavier, qui fait une 4e étape magnifique. Et Mais il ils craque ont hier. Yann tous les craque. trois. Yann craque parce qu'il est en train de Il ne revenir. marque pas. Bord à oui, bord. oui. Bah oui. Voilà, il ne marque pas. à un Mais il moment marque donné. Charlie. Il marque Voilà, Charlie. il marque Après, Charlie. c'est vrai qu'en regardant la cartographie Voilà. comme ça, on voit mais qu'est-ce qu'il fait, mais sur l'eau ça devait pas être simple. Il y avait Tout pas à de vent, fait. il y avait du Non. courant. Il marque Charlie qui est à 22 minutes de lui au Voilà, général. il donc. joue le classement avec Charlie. Au final, ça marche pas. Enfin voilà, il perd beaucoup à ce moment-là, mais c'est jamais évident sur l'eau et ils étaient pas dans le même système aussi, parce que Xavier avait quand même pas mal d'avance à ce moment-là aussi. Il avait 3-4 Il avait 000 et 3000. Les 3000, mais je crois que 3000 c'est des beaucoup, fois, ouais. ça permet de prendre Ouais, une voilà. risée et de partir, quoi. Et c'est ce qu'il a Écoute, fait. Il s'est échappé à plusieurs reprises, et en fait, Yann était extrêmement perspicace, parce que Yann avait dit Xavier Macaire, ce sera vraiment mon adversaire. Enfin, c'est le marin que je redoute le plus dans cette Il solitaire. disait ça avant la dernière étape Avant- ou Non, avant la avant. Et il y a course 2 ans il déjà. disait ça, souvenez-vous, il disait ça 2 ans après déjà, la en solo, arrivant à Dieppe. après ouais. la solo au sable. Alors, Virginie Valentini était
à Dieppe. Et elle nous a envoyé 2-3 petits messages, Virginie, qui nous mentent pour nous dire que pour sa défense, Xavier dit qu'il n'a rien gagné à aller dans cette zone et qu'il ne savait pas qu'elle était interdite. Il pensait que le jury tiendrait compte de sa bonne foi, mais il s'est senti seul dans ses arguments, qui n'ont pas été entendus. Il était très ému, il avait les larmes aux yeux. Xavier dit aussi qu'elle s'est gagnée sur le tapis vert et pas sur l'eau, qu'il n'a pas gagné plus d'une minute en passant par cette zone, que rien n'était retenu pour minimiser cette erreur qu'il considère, lui, comme minime. Voilà. C'est terrible, en tous les cas. C'est dur, c'est terrible. On parlait de la volo tout à l'heure. Il y a eu ces histoires aussi avec les DST au départ des États-Unis. Oui. Le sport est parfois tu vois. injuste, mais c'est vrai qu'il y a des règles et des fois elles sont terribles. Quoi. Et c'est le cas là, mais c'est dur. Je pense qu'il reviendra. Et en fait, il y a 2 ans déjà, Xavier Macaire avait frôlé la victoire. C'est Yann qui l'avait emporté, mais de haute lutte. De tout ça, on en reparlera dans 15 jours parce que Yann sera avec Alain Gauthier, notre invité, Gilbert. Quel invité. Bon, courage à Xavier. On essaiera de l'avoir aussi parce que ça doit être terrible. Ça doit être terrible parce que on imagine et on sait ce que c'est qu'une victoire dans la solitaire du Figaro, François. Toi, et puis, moi je sais pas, la victoire en général, j'ai jamais goûté. J'ai eu la chance de faire 2e derrière Armel en 2010. J'en étais très très content. Et c'est vrai que là, Xavier, il avait tout fait pour être devant. Il fait une petite erreur qui coûte très très cher. Bon, dis donc Gilbert, encore, et l'autre raison de tes insomnies, c'est une très mauvaise nouvelle qu'on a entendue ce matin à la radio en se réveillant, c'est que ça l'a pas empêché de dormir. Laurent Bourgnon est porté disparu. Oui, comme tu l'as entendu, effectivement, suite à une plongée au Tuamotu et après la disparition de Florence Artaud, c'est forcément une triste nouvelle qui met pour l'instant le monde de la voile en état de choc. Alors attendons, Laurent c'est quand même un personnage marquant, le seul double vainqueur de la Route du Rhum en 94 et 98, et au-delà de son palmarès qui donne le tournis aussi, c'est surtout un personnage qui a apporté une dimension glisse, freestyle dans la course au large. C'était vraiment un expert en multicoque, François. C'est pas lui qui te donne envie de naviguer au large ? En partie, c'est vrai que ça fait partie des personnes que j'admirais. 94, j'avais 11 ans, je faisais de l'optimisme. Dans les années 90, quelques années avant, Florence Artaud aussi, évidemment. C'est vrai que tous ces gens-là, ils font que quand je faisais de l'opti, je vais regarder les grands bateaux et j'en rêvais. Donc, c'est dur d'apprendre ça aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir une bonne nouvelle dans les heures qui viennent, mais c'est vrai que ça paraît pas simple. Depuis, rien. Les recherches ont redémarré. Oui, mais rien. Voilà. Mais on sait aussi combien Laurent est une force de la nature, qu'il est capable de lutter contre beaucoup de choses, et peut-être qu'il dérive un peu au large et qu'on le retrouvera dans quelques heures. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Laurent, c'est vraiment un personnage qui, toute sa vie, c'est en symbiose avec l'océan. C'est vraiment un tour du monde initiatique, un peu comme François aussi, parce qu'il a fait un tour du monde très jeune avec ses parents. Et semaine un peu étrange pour les Bourgnons, parce qu'au moment où on apprend la disparition de Laurent, Yvan, son petit frère... aventurier accompli, qui lui, il manque peut-être 1 euro ou 2, tu vois. Mais il vient de boucler... Yvan vient de boucler un truc absolument incroyable. C'est étonnant, c'est fou. Yvan qui termine son tour du monde hier ou aujourd'hui, d'ailleurs je ne sais même plus, hier, et on apprend la disparition de son frère, c'est vrai que c'est fou, là, il y a des choses qui se passent comme ça. Mais voilà, comme tu dis, on a le droit d'avoir encore un peu d'espoir. Il faut encore avoir espoir, parce qu'on sait combien Laurent est un type qui avait une capacité exceptionnelle. Et quand il avait gagné la Route du Rhum en 98, sa deuxième, devant Alain Gauthier, il disait, mais j'avais l'impression que la main de Dieu m'avait accompagné pendant toute cette transat, parce que le bateau et moi, nous ne faisions qu'un. Et c'est vrai que Laurent a été le premier, parce qu'on parle de ça, mais c'est un ancien vainqueur du Figaro, c'est le type qui a aussi un peu révolutionné la navigation au large avec sa brosse à dents qui coupait en deux. C'était un obsédé de la légèreté. Effectivement, il avait coupé ses brosses à dents. Il était arrivé dans sa mini transat avec des rations de survie juste et puis en short. Il avait même jeté ses instructions de course et puis ses papiers et puis son argent. Mais surtout, il rêvait aussi d'un grand multicoque, parce que dès la Route du Rhum 94, il avait lancé ce projet en 95 d'un grand multicoque pour aller tourner autour de la planète comme vous. Et cet arrêt, François, brusque de la compétition, tu serais capable de le faire aussi, toi ? Il a arrêté en pleine gloire, Laurent.
Ouais, j'en sais rien. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas la question du moment. Je continue, mais j'ai toujours dit qu'il faut suivre sa passion. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Si un jour la passion est plus là, je ne m'acharnerai pas parce que je pense qu'on a un métier qui est très très beau, mais qu'il faut pas faire en se forçant. Et voilà, la passion, on la maîtrise pas. On sait pas trop où elle nous amène. Et Laurent a probablement toujours suivi sa passion jusqu'au bout. J'essaierai de faire de même. Allez, bon vent, et puis courage encore, et gardons espoir pour Laurent. Gilbert, écoutez, c'est la fin du Café de la Marine. Hein. François, on était très content que dans ton emploi du temps chargé, tu aies pris le temps de venir nous voir. Il sort du chantier, là. On te souhaite, ouais, c'est ça. Donc, une mise à l'eau mi-août, c'est ça, hein, on a pris un peu de retard, donc mi-août, ici à Lorient, je crois, le bateau sera mis à Pierromans, c'est ça? Un petit kilomètre, là, j'étais juste avant. Gilbert, dans 15 jours, ce sera la dernière de la saison. Oui, nous pourrons partir en vacances après une année de travail difficile et tout, tu vois. Toi aussi. Dans 15 jours, donc on vous a dit, on aura plein de surprises. Venez nombreux au Café de la Marine. Salut, bye bye, bon vent et courage aux camarades de l'Armor Cup. Merci au CNL de nous accueillir. Et François, ta gentillesse n'a d'égal que... Ouais, c'est dur. Que le beau bateau que tu vas avoir. Salut, bye bye, à bientôt, au revoir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça?